Bienvenue à cet entretien. Je reçois pour vous Monsieur Mohamed Silla. Il est analyste juridique, observateur des enjeux socio-économiques en Afrique. Pour nous entretenir sur l'importance du projet Simandou à l'horizon 2040, le projet Simandou qui est considéré comme le levier de l'économie guinéenne à l'horizon 2040. Monsieur Mohamed, bonjour et bienvenue à cet entretien. Bonjour et merci de m'avoir invité pour parler de Simandou. Alors, Monsieur Mohamed, dites-nous quels sont vos sentiments par rapport au projet Simandou à l'horizon 2040. À date, mes sentiments sont encourageants, mais pour parler du projet Simandou, il faudrait d'abord faire une clarification de langage parce que avec l'engouement qui est actuellement autour de ce projet, souvent on parle de Simandou, on parle du projet Simandou, on parle même de la vision Simandou 2040. Il faut d'abord clarifier ces éléments-là pour mieux cerner le phénomène Simandou. Et donc, Simandou, c'est la plus grande réserve en minerai de fer non exploitée au monde. C'est une chaîne de montagnes qui s'étend de Kéréouané à Béla, dans la région administrative de Zéro-Kouré. Et après, on a également le projet Simandou. Et le projet Simandou, vous avez cette mine que je viens de décrire. Il y a également un chemin de fer qui doit normalement relier cette mine au port en eau profonde de Moribaya. Alors, ce chemin de fer a une distance de plus de 650 kilomètres qui pourra servir du transport des minerais et également le transport des marchandises, également des voyageurs. Et donc ce chemin de fer représente le second composant du projet Simandou. Et le troisième, bien évidemment, c'est ce port en eau profonde, le port de Moribaya, qui représente le troisième composant du projet Simandou. Et cette vision-là, c'est la vision du gouvernement qui Mhm. a pour finalité de faire de Simandou le développement, le socle du développement économique en Guinée, c'est-à-dire un accélérateur du développement économique en Guinée. Notamment la réalisation de ce chemin de fer où 100 km a été réalisé à date. Alors, en tout cas, le second impact qui a été aujourd'hui soulevé par le Fonds monétaire international, qui établit avec évidence que le projet est à date géré avec une certaine forme de dynamisme, et également que d'ici 2030, le PIB de la Guinée pourra connaître plus de 26% d'augmentation. C'est pratiquement fois 2. Et aussi, en termes de réalisation aujourd'hui, on a des corridors qui sont en train aujourd'hui de se mettre en place tout au long du chemin de fer, notamment de Foricaria à Béla. On observe bien évidemment la transformation, en tout cas, de cette partie. Et ça, c'est aujourd'hui une réalité qu'on observe vraiment sur le terrain. Et sans oublier des projets annexes aujourd'hui, notamment les 5 piliers qui sont aujourd'hui liés au projet Simandou, c'est-à-dire le capital humain, en termes également les réalisations qui sont faites aussi au niveau industriel, au niveau du transport. Donc il y a tout un développement de projets connexes qui sont en train de mettre en place. Et là, à date, sur cette phase de réalisation, il y a pratiquement la création de 20 000 emplois directs, de 20 000 emplois directs, et phase d'exploitation descendre à 5 000 emplois directs, et il va y avoir de 50 000 emplois indirects qui vont se mettre en place. Alors, Monsieur Mohamed, nous savons que l'immigration est un phénomène d'actualité et la jeunesse africaine en souffre terriblement. Mais dites-nous, quelles sont les garanties, ou disons plutôt en quoi le projet Simandou
peut-il être considéré comme une réponse structurelle euh, pour régler ce problème de migration de la jeunesse guinéenne? Dit avant, hein, le projet Simandou aujourd'hui, c'est l'un des plus gros projets de minerais non exploités au monde. Les chiffres du gouvernement, en tout cas qui ont été communiqués récemment, sont là. C'est plus de 8 milliards de tonnes de réserves aujourd'hui. Et donc, c'est quasiment identique à la réserve de Caraja au Brésil. Et on a aujourd'hui, en tout cas d'après les prévisions, plus de 20 000 emplois directs qui sont générés par cet emploi. Et de l'autre côté, vous posez un constat aujourd'hui alarmant, c'est la fuite des compétences. On a aujourd'hui des milliers de jeunes qui partent de l'Afrique vers la réalisation de leurs rêves. Et la Guinée est aujourd'hui victime, et aujourd'hui connaissent aujourd'hui ce phénomène. J'ai repris les chiffres de l'Office français de l'immigration, où on a aujourd'hui des milliers de Guinéens qui sont actuellement en Europe, c'est qu'il n'y croit plus, l'espoir n'est plus, il ne retrouve plus l'espoir dans son pays. Et donc ce projet pourra donner un espoir à ces jeunes pour qu'ils puissent bâtir leur avenir en Guinée. Et donc pour cela, il faudrait que le gouvernement puisse établir un pont aujourd'hui entre le projet et cette jeunesse, et cette jeunesse-là. Et également, il faudrait également que le gouvernement puisse aujourd'hui établir un pont entre le projet Simandou et la diaspora. Aujourd'hui, qui pourrait éventuellement revenir dans leur pays d'origine pour participer à cette opportunité. Et je le dis avant, le projet Simandou, c'est une opportunité. C'est une opportunité. La jeunesse doit pouvoir profiter de cette opportunité et l'État guinéen doit pouvoir mettre en place une politique. Et ils ont même déjà commencé avec le contenu local qui est actuellement en place, où la primauté est donnée aux contrats guinéens et la primauté est également donnée aux entreprises guinéennes. Donc il y a une opportunité qui est en place. Maintenant, il faut que ça soit vulgarisé. Donc effectivement, ce projet Simandou peut, peut être analysé comme une réponse à l'exode dont l'Afrique est actuellement victime. Alors, le projet Simondou est également présenté comme un symbole de souveraineté nationale de la Guinée, mais comment cela se traduit-il concrètement sur le terrain? Alors l'addiction s'observe à deux niveaux. Et là, c'est par rapport à la manière dont le projet a été construit. Alors la Guinée a pu montrer à ses partenaires techniques et financiers que le pays n'est pas seulement un pays de matières premières, mais c'est un pays de vision, c'est un pays de projet. Et c'est à ce niveau que la Guinée est aujourd'hui actionnaire de cette entreprise qui gère le projet Simandou. C'est de dire, nous ne vous proposons pas que de la matière première, mais nous voulons participer à l'exploitation des matières premières dont nous disposons. Et donc, du coup, c'est de la souveraineté qui est retrouvée là. Quand on prend l'historique aujourd'hui de la gestion des projets miniers, que ce soit en Guinée ou ailleurs, le plus souvent, au-delà de la convention minière qui est ici, il n'y a aucune interaction entre l'État et ses miniers. Ce n'est pas le cas de la Guinée. La Guinée a su reprendre les négociations en main pour dire effectivement, Simandou, c'est 4 blocs. Et sur ces 4 blocs-là, les deux premiers sont gérés par Winning Consortium et son allié stratégique BAO. Et le bloc 3 et le bloc 4 sont gérés par Rio Tinto et Chanalco. Mais ces entreprises n'existent que dans leurs mines. Dès qu'ils sortent de leurs mines, c'est une seule entreprise qui a été construite, qui, qui réglemente tout ce projet-là. Et donc, ben, forcément, la Guinée a su imposer ses idées, a non seulement proposé ses matières premières, mais a fait aussi force de proposition. La Guinée reste aujourd'hui un acteur de cette entreprise qui gère le projet. Et d'ailleurs, pour la petite information, le président du conseil d'administration de la société transguinéen CGT est un Guinéen, bien évidemment. Le numéro 2 est un Guinéen. La Guinée représente aujourd'hui 15%
dans l'actif de cette entreprise-là. Donc, du coup, c'est vraiment une souveraineté qui a été retrouvée. Quelles sont les garanties mises en place pour assurer, pour que le projet bénéficie à la population guinéenne? Alors, ces garanties-là, je vais les énumérer d'après les observations qui sont faites à trois niveaux. D'abord, on a la révision du code minier guinéen qui a été fait récemment et qui obéit aujourd'hui au standard international de l'Organisation internationale du travail. C'est-à-dire, il y a la place qui est réservée aux partenaires sociaux, les actions qui sont mises en place aujourd'hui pour améliorer les conditions de travail, la définition des normes et des règles de sécurité qui sont mises en place dans le cadre de cette convention minière qui a été renouvelée récemment. Ça, c'est une première forme de garantie, en tout cas, qu'on observe aujourd'hui à date. Et la deuxième, c'est l'accompagnement qui est aujourd'hui mis en place à l'égard des communautés locales. Là, à date, c'est très tôt de pouvoir donner un avis, en tout cas éclairé sur ce point, parce que ça ne se produira qu'à la suite d'une observation qui va être mise en place. Il y a des constats qui sont déjà faits, par des ONG, des populations qui sont aujourd'hui déplacées. Et il y a également cette volonté du gouvernement également de reconstruire les nouvelles villes. Et nous sommes en phase d'observation pour voir effectivement, une fois que le constat est fait, est-ce que les mesures d'accompagnement seront exécutées et à quel rythme? À ce niveau-là, on est vraiment en phase d'observation, notamment sur la reforestation qui doit être faite, sur la reconstruction de l'écosystème. On a aujourd'hui des ONG qui sont vraiment sur le terrain, qui sont vraiment déterminées. Et il y a des réunions, en tout cas trimestrielles, qui se mettent en place justement pour évaluer la prise en compte des préoccupations des populations communautaires. Alors, à vous entendre parler, vous y croyez fermement au projet Simandou. Qu'est-ce qui vous donne cette assurance? Alors, je ne sais pas si c'est une forme d'assurance ou simplement une comparaison historique. Moi, je dirais plutôt une comparaison historique, hein, quand on prend la malédiction des matières premières dont souffre l'Afrique de façon générale et la Guinée. Jamais on n'a vu un projet aussi, en tout cas à date, prospérer que le projet Simandou. À travers tout ce que je vous ai dit avant, le côté innovant, cette interaction des intérêts qui sont en jeu. On a 4 blocs, mais dès qu'on sort de ces 4 blocs miniers, c'est une seule entreprise qui gère tout ça. Il y a ce regard croisé qui est mis en place en termes de co-gestion, en termes de co-partage, le coût financier du projet qui représente aujourd'hui 20 milliards de dollars américains. Et derrière tout ça, il y a des banques qui sont derrière et qui sont en phase d'observation. Et donc, du coup, tous ces éléments-là, ce sont des signes encourageants, mais qui doivent se multiplier, parce que le projet Simandou ne doit pas s'arrêter là. Même si la base a été posée par la Convention minière, il y a l'aspect environnemental, il y a l'aspect social, il faut tenir compte du déplacement des communautés communautaires. Donc, tous les signes, en tout cas, les prémices sont là. Maintenant, on se dit toujours qu'à terme, si tout ça est mené à bout, oui, le projet Simandou reste le plus grand projet minier au monde et pourra à terme propulser l'économie guinéenne. Et pour finir, quel est le message que ce projet envoie au monde sur la capacité de l'Afrique et plus particulièrement de la Guinée à porter des projets d'envergure stratégique et structurant? Il y a un premier enseignement, en tout cas, c'est qu'à date, on a un pays qui a fait une prise de conscience, un pays qui a appris de ses erreurs et qui est en train d'apprendre les erreurs des autres pays et qui est en train de montrer au monde entier qu'un pays peut être producteur de minerais, et que le même pays peut aussi jouir de son minerai. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui en Guinée. Et aussi un pays qui est capable aujourd'hui de négocier
avec les partenaires techniques et avec les partenaires financiers. Et ça, c'est un signal qui est aujourd'hui non seulement lancé aux pays africains, mais aujourd'hui au monde entier, que l'Afrique est en train de se... Il y a une transformation, en tout cas humaine, une transformation de conscience qui est en train d'être opposée en Afrique à travers le projet Simandou. Et on peut même aller plus loin. C'est cette ambition, en tout cas sur papier à date, quand on voit le gouvernement guinéen qui rêve aujourd'hui de mettre en place un corridor régional entre la Guinée et les autres pays de la sous-région, c'est plutôt un bon signe parce qu'il faut profiter de ces installations-là, de ces installations minières. On n'a pas dit, c'est que ce chemin de fer traverse aujourd'hui toute la Guinée, du nord au sud, et qui pourra être aujourd'hui avec un chemin de fer qui viendra éventuellement de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Donc derrière tout ça, il peut y avoir une opportunité économique pour toute l'Afrique. La Guinée, en tout cas, à date, est en train de se positionner comme un bon élève, du continent, aujourd'hui capable d'exploiter ses ressources minières. Monsieur Mohamed, je rappelle que vous êtes analyste juridique et observateur des enjeux socio-économiques en Afrique. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous également. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, ainsi s'achève cet entretien que je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve dans la suite de nos programmes sur New World Economy. À très bientôt.